La place de la femme noire dans la société européenne, sa perception et la perception qu'on a d'elle, sa vision du monde et de son avenir dans cette Europe qui désormais est une partie d'elle. Voilà quelques-uns des sujets abordés avec les invités durant ce podcast. Nos discussions vont permettre la synthèse des points de vue, mais aussi mettre en évidence l'hétérogénéité de ce groupe. Le débat promet d'être critique, inspirant, sans langue de bois. Une vraie masterclass pour toute personne désireuse de faire bouger les lignes. Afropéenne. Bonjour Dora. Bonjour Anne. Bienvenue sur le podcast Afropéenne. Merci beaucoup. Je suis ravie de te recevoir. Et je vais commencer par le grand classique et te demander de te présenter. Ok, tout d'abord, merci beaucoup pour cette invitation. Je suis tout à fait honorée de pouvoir passer ce petit temps avec toi. J'ai hâte de ce moment. Donc moi, je m'appelle Dora Mwanda. J'ai plusieurs casquettes, mais je suis biologiste, je suis enseignante et je suis directrice scientifique de la Semaine de la Science et des Technologies. C'est un festival scientifique qui a lieu chaque année au Congo, à Kinshasa plus particulièrement, et puis on essaye de se développer aussi dans les provinces. Voilà, ça c'est mes trois grosses casquettes principales. Eh ben dis donc, ça promet d'être intense, on va apprendre des choses. Bon, dis-nous, est-ce que tu connaissais le terme afropéenne avant que je t'envoie l'invitation? Alors, je connaissais ce terme parce que, figure-toi, j'ai lu le livre, effectivement. Enfin, je suis en train de lire le livre de Leonora Milano qui s'appelle Afropéa. Et ce livre m'avait attirée déjà parce qu'on s'était fait une réflexion avec des copines. Tu sais, on parle toujours des afro-américaines. Les afro-américaines, oui. C'est un terme qui passe complètement. Tout le monde voit ce que c'est qu'une afro-américaine. Okay. Et puis on s'était dit, mais nous, on est quoi? Parce qu'on n'est pas des afro-américaines, clairement. On est des afro, ça c'est clair, mais on est des européennes. Du coup, est-ce que ça existe des afro-européennes? Et du coup, voilà, ce mot était venu comme ça, mais entre une discussion entre copines, quoi. Mais et je le vois de plus en plus sur les réseaux ou dans les discussions. Et je suis contente. Que ça ressorte et que ce soit le nom de ton podcast. J'avoue que c'est ça qui m'a attirée aussi. Quand tu es venue vers moi, je me suis dit, elle se pose des questions. Eh oui, ça cogite. Et je me rends compte qu'il y a des zones où ça cogite un peu partout. Et je suis contente de voir que voilà, les zones convergent. Ce n'est que bon signe. Et donc, tu as répondu à ma question suivante qui était comment est-ce que tu as reçu l'invitation? Ça, c'est fait. Et donc, est-ce que tu peux nous parler un tout petit peu, pas dans les détails, mais nous raconter un peu ton parcours. Tu es né ici, tu es né au Congo, comment ça se passe? Non. Alors oui, exactement. Je suis née au Congo, donc la République démocratique du Congo. Mais je suis une villageoise. Donc. Je suis née à Kikwit. Je ne suis pas née dans la capitale. À Kikwit. Mais à Kikwit. Ah, la première fois que j'entends. Ouais. C'est de quel côté c'est une ville qui était malheureusement connue pour ces épidémies d'Ebola dans les années. Les premières épidémies, oui, ok. Ouais. Donc voilà, c'est là que je suis née, mais je suis pas restée très longtemps. On est très vite monté à Kinshasa avec mes parents. Et puis alors de là, j'avais 3 ans quand on est parti du Congo carrément pour immigrer vers la Belgique. Donc, moi, évidemment, à 3 ans, j'ai suivi mes parents, quoi. Oui, pas trop le choix. Voilà. Et puis depuis, j'ai grandi, j'ai fait mes études au Congo. Chose intéressante, c'est que j'ai mis beaucoup de temps à rentrer au Congo pour la première fois. Je suis rentrée pour la première fois très tard. Hein. Donc, j'ai quitté le pays, j'avais 3 ans et j'y suis retournée, j'avais une vingtaine d'années, quoi. Oui. Voilà, ça c'était mon premier retour. Et qu'est-ce qui a motivé ton premier retour
au pays? Eh bien, c'était lors de ma dernière année d'études, de mes études de prof. J'ai fait plusieurs volets d'études, mais donc... je me suis dit, j'ai toujours un peu fantasmé mon pays. Je me suis dit que je voulais aller travailler là-bas. Et donc, je me suis dit, un stage, c'est la bonne opportunité parce que j'y reste dans un cadre précis, pour y faire un travail précis, dans un cadre particulier. Et comme ça me donne une image claire de... Je redécouvre mon pays parce que, tu sais, j'étais toujours là, oui, je suis fière, je suis congolaise, mais concrètement, je n'y avais plus mis les pieds. Et donc, c'était une manière de me confronter à la réalité. Je ne savais pas si j'allais être comme dans Gladiator, là, tu vois, je descends de l'aéroport et que j'allais vouloir embrasser la terre ou être complètement dégoûtée, tu vois. Et donc, j'avais besoin de me confronter à ça. Et comment ça s'est passé, cette première... Alors, au début, très bien, très chouette, parce que tout est nouveau, tout est grosse claque dans un choc culturel, quoi, mais les paysages sont pas du tout les mêmes, la manière de voir le monde est pas du tout la même, mais ça, tu sais, je m'appelle Dora, mes amis m'appellent Dora l'exploratrice, donc je suis un peu dans ce c'est que ça m'a même pas fait tilt. Dora l'exploratrice. L'exploratrice, la seule et l'unique. Donc, la vraie. La vraie, là. C'est ça, en fait. Elle est là, the real one. Elle est là, exactement. Et du coup, Dora l'exploratrice au Congo, quoi. Oh, ouais, ça on n'a pas cet épisode-là, je crois. Mais tu l'as fait. Pas en mainstream, il faut écouter le podcast. Yeah. Mais écoute, donc au début ça se passe très bien et puis c'était assez facile. J'étais en stage à l'école belge de Kinshasa, au lycée Prince de Liège. Mais par contre, j'ai eu une grosse réflexion, vraiment à un moment donné, je me rappelle, c'était au milieu de mon séjour, après, je suis restée 2 mois, donc c'était vraiment après le premier mois. Je me rappelle de ce moment où j'ai dû m'asseoir sur mon lit, j'étais chez ma grand-mère, et j'ai dû me dire, mais Dora, qui es-tu? Est-ce que tu es blanche ou tu es noire? Parce que tu sais, moi j'habite en Belgique et donc on m'identifie comme une personne noire, et puis je rentre ici que j'identifie comme mon pays d'origine, et là, il m'appelle la blanche. Oui. Tu vois, c'est étrange comme sensation. C'est hyper étrange. Et tu sais, je comprends parfaitement le lingala, mais les gens s'efforçaient de me parler en français pour eux me montrer qu'ils maîtrisaient le français, mais moi je préférais qu'ils parlent lingala parce qu'en plus je le comprends. Et donc il y avait toutes ces marques qui montraient que j'étais pas de là, que eux ne m'identifiaient pas comme l'un des leurs. Et donc je me suis posé la question, est-ce que je suis l'un des leurs? Et si la réponse est oui, pourquoi toutes ces différences? Et si la réponse est non, alors de qui suis-je les leurs, quoi, si tu veux. Ok. Ah bah c'est la première fois que j'entends la réflexion posée de façon aussi formelle. Oui, ça m'a vraiment traversé l'esprit et je me suis dit, mais finalement, ici on me voit comme blanche, en Belgique on me voit comme noire, donc je me suis dit, mais en fait, ma couleur de peau ne dépend pas de ma peau, en fait. Elle dépend totalement du regard de l'autre. Oui. Parce que ma couleur, elle est noire où que j'aille. Mais la manière dont elle est vue n'est pas la même. La manière dont ma personnalité est vue, bien que ma peau ne change pas, n'est pas la même. Donc c'est une question de... C'est une autre question. C'est une autre question. Juste quelle couleur que j'ai. Quelle est la couleur que j'ai. C'est ça, c'est beaucoup d'activistes considèrent que ces appellations noir et blanc sont purement politiques. Complètement. Oui, et la preuve, c'est qu'on t'appelle la blanche quand tu arrives dans ton pays d'origine. Donc, c'est pas tellement cette mélanine dont il s'agit. Ça n'a rien à voir qu'avec la mélanine, c'est ce que tu représentes, finalement. Et malheureusement, quand on te traite, quand on utilise le mot blanc, c'est que... ici, dans ce cas-ci, je représentais quelque chose, je venais avec un certain peut-être pouvoir d'achat, avec un certain accès à des... là, j'avais accès à l'école belge qui n'est pas accessible à tout le monde non plus. J'avais une facilité de langage pour le français, donc tout ça, c'était vu comme positif, en fait. Donc, moi, je le vivais mal parce qu'il m'appelait la blanche, alors que moi, je me vois bien comme noire, mais... dans leur langage, ça voulait mettre en évidence... des privilèges qu'ils reconnaissaient et qui quelque part, ils les admiraient. C'était pas péjoratif. Non, c'est clair que non. Mais ça crée une barrière avec des gens dont tu voudrais en fait te rapprocher. Oui, voilà, c'est ça. Puis,
Et puis, toutes ces caractéristiques qu'ils voyaient en moi, des caractéristiques qui étaient complètement invisibilisées quand je suis ici. Le fait que je sois une noire qui parle bien français, ça ne change rien. Je reste une noire avant tout. D'abord, ouais. Du coup, voilà. Ce qui était perçu comme ultra positif là-bas était juste complètement banal ici et ne m'offrait aucun regard. Plus aucun privilège. Ouais. Voilà, c'est ça. Donc ça, c'est ton premier... Ça, c'est la première fois que je rentre à Kinshasa, du coup. Je ne suis encore jamais retournée à Kikwit, mais donc à Kinshasa, c'était mon premier retour. Oui, pauvre ville. Voilà. Tu n'en veux plus. Mais, donc du coup, là, tu avais déjà ton premier diplôme, tu étais déjà biologiste à ce moment-là. Non, là, j'étais pas encore biologiste. Là, je suis juste enseignante. Donc, en Belgique, ça s'appelle faire un régenda en sciences. Ah oui. C'est pour pouvoir enseigner donc la physique, la chimie, la bio et la technologie. En secondaire. Voilà, c'est ça. Okay. Dans les années inférieures du secondaire. Donc, première, deuxième, troisième dans le général. Et puis, un peu plus loin dans le Et qu'est-ce qui te donne envie de devenir prof? Moi, c'est un truc qui me traumatise. Franchement. Mais écoute, en plus, au secondaire. Oui, alors faut que ce soit les grands, je préfère. Les ados. Oui, les ados, ceux qui me challengent un petit peu, c'est eux que j'aime bien. Ouais. Ben écoute, j'ai pas trouvé ma voie du premier coup, je vais te dire. Enfin, je sais pas s'il est possible de trouver une voie, mais en tout cas, cette voie-là, j'ai mis du temps à la trouver. Figure-toi que j'ai essayé médecine d'abord en sortant de mes études secondaires et je me suis royalement plantée. Qu'est-ce que tu appelles royalement plantée? Le concours? Ou la première année? Numerus clausus à l'époque. Donc ça veut dire que même quand si tu réussissais, il y avait que je ne sais plus les 100 premiers de la liste qui étaient pris. Donc ça n'avait pas marché pour moi. Et puis j'ai dû me poser les bonnes questions. Et j'ai fait cet exercice avec mon père qui me dit écoute, fais le fameux exercice des colonnes pour, contre, ce que tu veux vraiment. Et il m'a demandé mais qu'est-ce que tu veux Je dis mais moi je ne sais pas ce que je veux faire. Il me dit ok, si tu ne trouves pas le métier que tu veux, plutôt écris les caractéristiques qui te sont chères, ce que tu veux vraiment retrouver dans ton métier, peu importe ce que c'est. Et puis je me suis dit en fait moi il me faut un métier de terrain. Passer ma journée derrière un ordinateur, c'est pas possible. Il me faut un métier de contact où je peux parler avec des gens et de préférence où je peux aider ces gens-là quoi. Et donc médecine me paraissait la voie idéale, mais en fait je me suis rendu compte que ça m'intéressait pas tant que ça. Enfin, ce qui m'excitait le plus, c'était pas tellement de trouver ce qui allait mal chez les gens pour pouvoir les guérir, mais c'était plus trouver ce qui allait bien et peut-être le renforcer et encourager. Et puis je me dis en fait prof, j'adore parler, j'adore avoir une audience. Tu vois. Ah bah tu vois, c'est vrai. Et donc l'un dans l'autre, c'est un bel exercice. Mes études de prof. Voilà. Et puis alors sciences parce que un peu comme médecine, ce qui m'intéressait c'était tout le côté scientifique de la pensée aussi et donc voilà, et l'un dans l'autre, en fait, ce qui m'intéresse le plus, c'est de construire les savoirs. Comment est-ce que les ados ou la personne en face de moi, parce que je donne des formations à des adultes aussi, comment est-ce qu'ils construisent leur savoir et comment rendre ces savoirs utiles, quoi. Pas juste de la théorie qu'on connaît, mais comment le rendre applicable et utile dans la vie de tous les jours, quoi. Donc ça c'était mes études de prof. Pas mal. Et puis je me suis dit une fois que j'ai eu mon diplôme, je me suis dit bon allez, j'ai quand même envie de prendre ma revanche à l'université, donc je suis retournée à l'université, pas en médecine cette fois-là, mais donc j'avais la biologie, c'est ce qui se rapprochait le plus. Et donc j'ai recommencé un cycle complet, le bachelier et puis le master. En biologie. Je suis une hybride. J'ai étudié dans une autre école, j'ai étudié à l'université catholique, j'ai fait mon master à l'université libre. Tu as fait le tour de la Belgique. J'ai fait le tour, un petit peu, oui. Et est-ce que tu as exercé comme biologiste dans un labo ou quoi que ce soit? Alors, j'ai pas, non, en dehors de nos stages, j'ai pas beaucoup exercé en laboratoire parce que je t'avoue que j'ai finalement choisi en master une finalité didactique. Donc mon labo, c'était mes élèves. Moi, je considère vraiment, j'ai fait un mémoire où mes élèves étaient un peu mes cobayes et c'était une expérience à double aveugle. Enfin bref, c'était un truc très chouette, très bien fait. Mais donc voilà, mes collègues, ils faisaient des expériences sur les papillons, les abeilles, les cafards, etc. Et puis moi, c'était mes élèves, quoi.
C'est un peu scandaleux, c'est assez original. Personne n'a été maltraité durant ce mémoire. Toujours préciser, c'est important. On préfère le préciser. Ils l'ont jamais su, les élèves. Ah, c'est vrai? Oui. Ah ouais, c'était les sujets... Eux, c'est les sujets et ils savaient pas qu'ils étaient testés. J'étais juste une stagiaire à leurs yeux qui faisait son stage dans une école. Mais je testais... j'adore. Je testais leur réaction à l'enseignement des théories de l'évolution. Tu vois, je faisais un comparatif par rapport à comment est-ce que c'était reçu avant et maintenant. Enfin bref, voilà. C'était eux mon sujet de mémoire, mais ils me prenaient juste pour une stagiaire. Dis donc, tu as de la suite dans les idées quand même. Hein. Faut y penser. Oui, c'est assez original. Très bien, très bien. Donc, alors, le sujet, alors, du coup, qui me titille le plus, c'est ce festival que tu organises. Ça, il faut vraiment que tu m'expliques. Moi, quand j'ai vu ça sur LinkedIn, j'étais là. Oh, non, je veux connaître les détails. Oui. Ben, écoute, ça va faire 10 ans maintenant qu'on organise ce festival. Ouais. Et donc, je organise ça avec une grande dame qui s'appelle Raïssa Malou. Et figure-toi que je l'ai rencontrée durant mon parcours universitaire parce que c'était une prof de physique. Elle est physicienne de formation. Et donc, tu vois, quand j'ai vu une femme noire physicienne, ouais, ça titille, on a les cheveux ça qui a connecté s'écrivent. tout de suite. Et puis, en fait, on s'est rendu compte qu'on habitait à une rue l'une de l'autre, à Louvain-la-Neuve. Et donc voilà, on a fini par devenir amies, figure-toi. Et un jour, elle m'appelle. Donc, rappelle-toi que moi, j'avais été faire mon stage au Congo, c'était une année après. Et que je voulais absolument... donc oui, ma conclusion de ce voyage, c'est que je voulais absolument faire quelque chose pour l'enseignement au Congo. Parce que j'avais vu la différence entre l'école belge où j'avais stage et les écoles d'État où allait ma famille, où allaient mes cousines et mes cousins, quoi. Et là, je me suis dit, la différence est scandaleuse. Et donc, voilà. Et un jour, Raïssa m'appelle, elle me dit, écoute, j'ai une super idée, mais je ne sais pas avec qui la commencer. Et donc, elle me raconte un peu, et puis moi, je lui dis, écoute, ça tombe bien, parce que moi, j'ai des compétences, mais je ne sais pas avec qui les mettre, les faire jouer, et je voudrais faire quelque chose pour l'enseignement au Congo. Et elle me dit, mais moi, j'ai une super idée pour justement soutenir l'enseignement au Congo, mais voilà. Et donc, l'un dans l'autre, donc ça part de son idée à la base, et donc, elle m'a expliqué un petit peu comment elle voyait les choses. Et elle est congolaise aussi? Elle est congolaise, okay, elle est congolaise. Et elle connaît le pays? Ah oui, elle est arrivée en Belgique, mais un peu plus tard. Elle est arrivée en Belgique, je pense qu'elle devait avoir 16 ans ou quelque chose comme ça. Ok, très bien. Donc, elle connaît le terrain. Elle avait des souvenirs très frais. Oui, elle avait été à l'école là-bas. Elle avait fait... voilà. Elle a juste fait la fin de ses secondaires et l'université ici. Mais sinon, elle avait tout fait là-bas. Ok. Et donc, elle connaissait bien mieux que moi. Moi, j'avais juste un aperçu... un stage assez récent, mais voilà, c'est ça. Elle connaissait bien le système parce que c'était un produit du système congolais, quoi. Et donc voilà, en 2014, nous voilà toutes les deux parties à Kinshasa. On vit en Belgique, mais on fait les allers-retours. À ce moment-là, elle vit là-bas depuis. Et alors, donc, on crée ce qu'on appelle la Semaine des Sciences. Alors, au début, première édition, personne ne comprend ce qu'on veut faire. Parce que tu dis un festival de musique, ok, c'est clair, on voit plus ou moins. Mais un festival des sciences, mais quoi, on va venir s'amuser. Ouais, c'est pas deux mots qu'on a l'habitude de retrouver ensemble. Hein. Voilà, c'est pas deux mots. On associe pas science et s'amuser, et passer du temps en famille, ensemble. Et donc, au début, on ne savait pas du tout. On est vraiment partis comme deux grandes têtues. On ne savait pas du tout comment ça allait être reçu. On avait... La seule ambition, c'était de commencer. C'était de faire quelque chose, aussi petit soit-il. Et donc, on s'était associés à une école. J'ai pas encore entendu la fin, mais je dis déjà chapeau. Parce que je suis stressée. Enfin, tu vois. Rien que dans ton temps, on veut faire un festival de sciences. En plus, tu sais, de nanas. Mais c'est ça, jeunes, quoi. Dans un pays, vous avez rien pour vous. Non.
On n'a rien Faut y croire. Ouais. Eh ben. Ouais, voilà. Mais on avait quand même, Raïssa est quand même la fille du professeur Malou, qui est un grand savant congolais qui est reconnu dans le monde internationalement de toute façon. Et donc on avait une bonne réputation, elle avait une bonne réputation auprès des scientifiques. Mhm. Et c'est vraiment eux qui nous ont ouvert les portes les premiers. Ils ont dit, ah, mais oui, mais bien sûr, si vous faites quelque chose, on veut bien être là, parce qu'on n'avait pas d'argent, on n'avait pas de salaire à offrir. Et donc, on a juste invité les scientifiques, parce que ça fait partie de nos objectifs, à sortir un petit peu de leur laboratoire et de venir expliquer aux gens ce qu'ils font. Donc quoi, le monde universitaire alors? C'est ça, le monde universitaire. Et puis il y a des chercheurs, hein. Il y a des chercheurs au Congo, il y a des centres de recherche. C'est juste que comme contrairement en Belgique ou en Europe, il n'y a pas vraiment de revues de publications scientifiques. Voilà, il y en a pas de grands comme on aurait Science ou Nature ou des choses comme ça, revues par des pairs et voilà. Mais du coup, on s'est dit, il faut qu'on offre une fenêtre à ces gens, mais pour ça, il faut qu'ils sortent et qu'ils viennent expliquer un petit peu, ne fût-ce qu'aux élèves, à commencer par eux, ce qu'ils font et expliquer un petit peu ce métier. Et oui, il y a de la recherche en Afrique et c'est juste que l'investissement est très léger. Mais donc voilà, et on s'est dit, ah bah oui, il faut aussi réunir les politiques dans ces lieux-là pour que eux puissent voir à quel point c'est important d'investir dans la recherche, en quoi ça peut faire levier de développement au sein d'une société. Et donc voilà, comme ça on a décidé d'inviter des élèves, des scientifiques et le monde politique pour que tout ce joli monde puisse se rencontrer et puisse parler science et développement, puisqu'on reste quand même persuadé au sein de notre ASBL, donc on s'appelle Investing in People, on reste persuadé que la maîtrise des technologies et des sciences reste un levier puissant pour le développement de la société, quoi. Ok. Oh, purée. Donc voilà. Chapeau, et donc voilà, on s'est associé avec le ministère de l'enseignement secondaire et primaire, avec le ministère de la recherche scientifique aussi à l'époque, et donc voilà, l'un dans l'autre. Et ça dès la première année, où ça a pris du temps à se faire? Dès la première année, mais alors on n'est pas sponsorisé, si vous voulez, de manière pécuniaire. Par contre, ils nous offrent un espace. L'école dans laquelle l'école qui nous accueille, c'est une école gérée par le ministère, et du coup, ils nous ont dit, écoutez, oui, n'hésitez pas, vous allez dans ces classes-là, vous pouvez appeler ces élèves-là, et parce que vous savez, il faut des autorisations pour tout. Oui, si vous voulez qu'une école se déplace, il faut qu'il y ait d'abord eu l'aval de la direction, et de la direction, il faut qu'elle ait l'aval du ministère. Et donc voilà, le ministère a comme ça donné l'autorisation et invite les écoles à venir. Et rien que ça, c'est énorme en fait, parce que sans ça, on a eu 10 000 visiteurs sur une des années. Enfin, sur 10 ans, on en a eu bien plus, mais il y a une édition où on avait atteint les 10 000 visiteurs. Ça se passe en 2 jours. Donc, on avait eu 5 000, plus ou moins. Et ça, c'est grâce à notre partenariat avec le ministère qui permet ça, quoi, qui permet aux écoles d'inviter les écoles et que les profs puissent venir en bus, par exemple, avec leurs élèves, pour venir faire des expériences, pour revenir parfois... J'ai des enseignants qui sont venus me dire plusieurs fois, et ça c'est ma grande fierté. Ils m'ont dit, vous savez, il y a des expériences dont on en a entendu parler que dans les livres, on a lu cette expérience, mais jamais on l'avait vue faite, quoi. Et du coup, voilà, nous on propose vraiment des expériences en lien avec le curriculum. On essaye le plus souvent possible, et puis surtout, parfois on sort complètement de là et on fait des expériences juste parce que c'est chouette et que c'est fun et que c'est rigolo, quoi. C'est exceptionnel. Franchement, c'est exceptionnel parce que je visualise bien ce que c'est d'être un prof et de donner de la théorie à ses étudiants pendant des années et de jamais pouvoir le faire pratiquer. Ça doit être terriblement frustrant. Exactement. Et leur apporter ça, waouh, franchement, chapeau. Ah oui, ils sont contents. Ouais. Et ça fait 10 ans, c'est une ASBL belge. Donc, non, c'est une ASBL congolaise. Congolaise, ok. Oui, le siège est à Kinshasa. Et oui, donc on prépare la 10e édition. Ça sera cette année, 2023, en avril. Avril 2023, du 14 au 22 avril. on fait la pub, il faut, voilà. C'est magnifique. C'est magnifique. Et qu'est-ce que j'allais dire? Donc là, vous préparez vous avez, j'imagine, un peu plus de soutien qu'il y a
au tout début. Alors, c'est toujours là que les Romains s'empoignirent. Alors, on a plus de reconnaissance et on est attendu. On est attendu sur le terrain. C'est-à-dire que les gens savent, il y a comme un rendez-vous de prix. Et donc, chaque année en avril, les gens nous attendent. Mais pour les sponsoring, il faut toujours reprendre... c'est surtout Raïssa Malou, la directrice du projet qui s'en occupe. Et donc, elle doit à chaque fois reprendre son bâton du pèlerin. Et, c'est pas acquis. Et elle est non, c'est pas acquis du tout, malheureusement. C'est pas acquis du tout. On n'est pas... on reçoit pas des subsides, quoi. Et, oui, ça, je demandais si la SBL était belge. Oui, non, donc c'est une ASBL congolaise et on fonctionne grâce aux sponsors privés, à des partenariats, mais donc voilà, quand vous vous baladez dans le village des sciences qu'on crée, il y a pas mal de logos, quelques banques, quelques entreprises privées, c'est elles qui nous sponsorisent. On ne reçoit aucun subside en tant que tel, malheureusement, et ça c'est notre grosse difficulté, peut-être qui nous donne parfois envie d'abandonner, parce qu'on doit parfois investir nous-mêmes. Oui, j'imagine. On veut que le projet soit fait, et nous, on voit l'impact que ça peut avoir, et donc on veut juste que ce soit fait. Finalement, peu importe ce que ça nous coûte, tant que c'est viable, mais c'est pas censé fonctionner comme ça. L'idéal, ça aurait été vraiment d'avoir des subsides. Oui, ou même que l'État reprenne, je pense. Parce que le risque d'être subsidié, c'est toujours d'être aussi à la merci de la personne qui... et là, vous perdez toute votre indépendance. Ouais, bah pour le coup, on est hyper indépendants. Pas de soucis. Oui, on est en plein dedans. Ah non, franchement, chapeau bas. C'est vraiment magnifique. Et donc, du coup, comment est-ce que tu vois l'avenir? Non. Ça va être la question suivante. D'abord, est-ce que dans ton parcours, tu as senti que le fait d'être une femme noire était parfois un point d'achoppement? Est-ce que c'est quelque chose qui t'a pesé ou tu as plutôt vécu ça normal? Écoute, moi c'est toujours quelque chose dont j'ai eu très 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 conscience, mais je pense que c'est particulier aussi à ma personne, parce que parfois j'en parle à des copines, je me dis mais non, mais moi je l'ai jamais vécu comme ça. Mais moi, tu vois, on en parlait un petit peu en off tout à l'heure. Quand je vais quelque part, il n'y a rien à faire. Je sens, je vois tout de suite s'il y en a d'autres comme moi dans la pièce, ou si je suis l'ovni. Et j'ai malheureusement évolué dans des milieux où j'étais souvent la seule noire. Et donc avant d'être la seule, il y a toujours eu d'autres femmes, mais en tout cas la seule femme noire dans beaucoup de lieux où j'allais, et du coup j'ai développé, malheureusement je m'en débarrasse de plus en plus, mais pendant longtemps, tu vois, j'avais cette espèce de pression que du coup je devais réussir les choses, parce que si je ratais, alors j'ai l'impression que c'était voilà, je me prenais toutes les femmes noires avaient raté dans le monde, voilà, c'est ça. Et comme j'étais la seule, si je ratais, ça veut dire que toutes les femmes noires de ce lieu avaient raté, quoi. Oui, non, je t'imagines la pression de représentabilité inutile, parce que ce n'était pas nécessaire, et je ne suis absolument pas représente, personne ne m'a élue, je ne suis la reine de rien du tout. C'était vraiment une pression interne d'image, quoi. Non, mais je pense que tu n'es pas la seule. Tu vois? Non, tu n'es pas la seule, t'inquiète. C'est quelque chose qu'on... Mais je crois que c'est un truc de minorité. Tu vois, c'est pas fait exprès. Moi, je suis pas psy, mais je pense que si on reprend n'importe quelle minorité, les individus portent ce poids-là sur leurs épaules. Et oui, il faut s'en débarrasser, parce que c'est trop lourd. Oui, il faut s'en débarrasser. C'est trop lourd. C'est clair. Et puis, je pense que pour ça, c'est vraiment important de pouvoir évoluer dans un groupe où on se sent bien aussi, de se créer un entourage où on peut faire diminuer cette pression-là. Ne fût-ce qu'avoir une autre copine noire, ou juste même une blanche, mais qui comprend. Qui est connectée à ce genre de choses, et qui voit un petit peu et qui te met un peu, qui fait redescendre la pression avec toi, quoi, et dire que c'est ok. Mais moi à chaque fois que j'ai raté, comme j'ai essayé pas mal de choses, j'ai eu l'occasion de rater pas mal de choses, je me disais mais mince, qu'est-ce que je fais, c'est la honte. Donc déjà je devais processer mon échec, mais en plus je devais me libérer de cette pression extérieure, quoi.
Eh ben, dis donc. Donc ça m'a pesé, oui. Alors là, dans ta tête, il s'en passe des choses, hein. Ah oui, il s'en est passé des choses. Mais du coup, en fait, aujourd'hui, sans pression, je me Oui, dis... tu le vis mieux. Oui, je le vis mieux. J'ai appris, Ok. mais j'ai appris à le processer parce que j'ai eu l'occasion de rater. Je pense que je pense qu'il faut. Il y a encore un problème à ça si tu es toujours successful, parce qu'alors tu dis ah bah oui bah voilà voilà là je représente bien voilà Michelle Obama. exactement. Mais en fait c'est quand tu rates que ça pose problème. Ouais. Bon, et je pense que un être humain normal a souvent raté. Oui. Soyons clairs. Effectivement. Sinon c'est bizarre. Effectivement. Sinon Oui. c'est bizarre, oui. Ça fait partie du processus de la vie, hein. Oui, ça fait partie du processus, on apprend plein de choses et puis ça m'a apporté l'humilité aussi, parce que selon mon frère, c'est une caractéristique que je n'ai pas toujours eue. Oh ouais, mais bon, les frères, hein, ils ne loupent pas. Oui, les frères, et bon, écoute, mon frère, il me disait quand j'étais petite qu'on m'avait trouvé dans la poubelle, donc... Voilà, moi aussi on m'a sorti ça. Apparemment, c'est un truc de frères. Ils sont là pour te... Il faut étudier ce phénomène. Oh, purée. Et comment tu vois alors du coup ton avenir? Alors, mon avenir à moi... Notre avenir à toutes, pour te remettre le poids sur les épaules. Ben écoute, mon rêve, un de mes rêves, ce serait à Kinshasa de créer pas une école, mais ce serait comme un sas de formation, j'appelle ça. Parce que tu sais, entre le moment où on sort des secondaires et on commence les études universitaires, parfois on a des élèves brillants qui obtiennent des bourses pour faire des choses et qui parfois même vont à l'étranger. Et puis qui parfois se plantent, alors pas parce qu'ils sont pas malins, mais juste parce que le gap est trop grand, la culture universitaire n'est pas la même. Ici, n'importe quel étudiant a une adresse mail, sait aller voir son bureau virtuel, des choses comme ça. Et puis on a nos étudiants à nous qui ont évolué dans un autre système, et du coup, c'est un pas compliqué en plus à gérer. Ils ont plus à gérer que de simplement étudier. Voilà, en dehors de la matière, ils ont tout un tas d'autres choses à gérer. Et du coup, moi, j'aimerais bien faire un sas comme ça de transition, non seulement pour les étudiants qui vont à l'étranger, mais aussi pour ceux qui sont là, et avoir comme ça, comme si tu veux, un centre de formation où je pourrais donner cours, où je pourrais leur faire des examens qui viennent d'ailleurs, juste pour leur montrer d'autres moyens de penser une question d'examen, d'autres moyens de réfléchir à une question d'examen. Les habituer justement à avoir un bureau virtuel, à s'échanger des documents, à créer une Dropbox, à se partager les infos, voilà. Ce genre de choses, et avoir juste un sas de formation pour le passage du secondaire à l'université, quel que soit l'endroit où ils iront étudier. Mais en sciences, évidemment. L'idée, c'est de les préparer à répondre à des examens en chimie, en bio, en physique, quoi. Le reste, je me sens pas compétente. Je t'écoute et je suis en train de me dire, pendant que je t'écoute, elle, c'est un puits d'idées. Je crois qu'il faut juste presser. Voilà. Et ça sort. Sans effort, ça vient. Donc, il faut trouver des sponsors. Allez, les idées, elle en a financé. Faut juste que j'écrive et que c'est ça, et que je trouve de quoi financer tout ça, et là, quoi. Faut y aller, et il faut y aller maintenant. Ok, ça va. Eh ben, crois-moi, on est derrière toi. Merci beaucoup. Oui. Et, je te tiendrai au courant. Non, mais attends, tu me tiendras pas au courant. Je suis accrochée à tes bottes. J'aurai les infos en même temps, je serai juste derrière. Non, et puis maintenant j'ai ta page, donc je scroll. Donc, non, mais franchement, super. Et alors, pour le mot de la fin, j'aime bien toujours que les invités me disent, dans leur parcours, est-ce qu'il y a quelque chose qui les a, donc, dans ton cas, est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a guidé, une phrase, une personne, un film, enfin, un mantra, quelque chose qui était ton fil conducteur, où tu te dis, soit j'aurais aimé le savoir avant, soit je suis contente, je le transmettrai à ma fille. Enfin, tu vois, vraiment... Ouais. Mais écoute, moi, je suis une grande fan de Michelle Obama. Il n'y a rien à faire. Tu disais ça pour rire tout à l'heure, hein. Ah
bah oui, donc, je suis une grande fan. Et tu as lu Devenir? J'ai bien sûr, j'ai lu Devenir. Là, je suis en train de lire Cette lumière en nous. Vois-tu? Oui, une vraie fan. Et elle a dit quelque chose. C'est pas la première à l'avoir dit, mais elle l'a formulé comme ça. Elle a dit osez tout. Ne vous laissez pas. Je paraphrase un petit peu, mais elle a dit ne vous laissez pas bloquer par la place qui vous est assignée. Osez tout. Et en fait, je me suis dit, mais en fait, en tant que femme noire, si j'ose et que je rate, ben tant pis, tant mieux. Au moins, j'aurais osé et tant pis. En fait, ça a changé ma manière de me représenter. Tu vois, plutôt que d'être la noire qui a fait rater toutes les autres noires, et ça devient la noire qui a osé parmi les autres. Oui. Tu vois. Oui, et du coup, peu importe le résultat, je deviens celle qui ose. Celle qui ose, celle qui a fait le pas. Plus que celle qui rate, quoi. Parce que pour le même prix, j'aurais pu être celle qui réussit. C'est juste que sur ce coup-là, ça n'a pas été, mais sur le suivant ou un autre. Tout est question de point de vue. Voilà, tout est question de point de vue. Donc, devenez celle qui ose. Ah, magnifique. Je pense qu'on pouvait pas finir sur une meilleure note que celle-là. En tout cas, tu étais, oui, où je t'attendais. Je m'attendais vraiment, non mais franchement, je m'attendais à ce niveau de conversation et je l'ai eu et je te remercie pour ça. Merci beaucoup. Je te remercie pour ce que tu fais. Quand je fais le podcast, c'est vraiment pour rencontrer des personnes exceptionnelles et je pense que je n'arrête pas. Et à chaque fois, je suis moi-même bluffée de ce que les femmes que je rencontre me disent. Et franchement, c'est de la nourriture pour l'âme. La lumière appelle la lumière. Donc, si tu arrives à avoir ce genre de personnalité, c'est que tu shines quelque chose. Oh, ça c'est trop gentil, merci. On va finir sur des pleurs du coup. Oui, donc merci. Donc merci à toi de faire ça, merci à toi de nous réunir, merci à toi de donner de l'espace pour nos voix et nos histoires et nos témoignages. C'est comme je te le disais en off, des espaces comme ça on n'en a pas tant que ça, donc je les chéris particulièrement. Merci à toi. C'est gentil. Alors, bonne continuation, bonne année 2023 et on continue à te suivre. Avec grand plaisir. Au revoir. Voilà les amis, j'espère que l'épisode vous a plu et que le podcast vous inspire autant que moi. N'hésitez pas à soutenir le projet en vous abonnant et en partageant les audios avec votre entourage. Laissez des commentaires et plein d'étoiles et à très vite pour un nouvel épisode. Ciao!